Bon, vous commencez à comprendre que j'ai une petite fascination pour les gens qui un matin se lèvent, se regardent dans la glace, comme ça se lavent les mains et se disent « Je vais péter les plombs aujourd'hui !» Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'Albert Spaggiari. Et il est français! Pas italien, on dirait, mais il est français. Oui, son nom est trompeur. C'est un photographe qui du jour au lendemain va se dire bon, les photos de mariage, c'est chiant. Moi, mon truc, ce serait plutôt de braquer la plus grosse banque de Nice. Il réussit tellement bien son coup que ça va devenir une star mondiale du grand banditisme après avoir réalisé ce qu'on va appeler pendant des années le casse du siècle. Bref, je vais vous raconter comment ce photographe a pété les plombs, comment ça a fini, et vous allez voir, on va aller de surprise en surprise. Albert Spaggiari, né... Excusez-moi, j'ai maté Pizza de la Mama de Mr V, là je l'ai en tête. D'ailleurs, je vais m'en faire une. Il est né en 1932 dans les Hautes-Alpes et très jeune, malheureusement, il perd son papa et donc c'est sa mère qui va l'élever seul dans le Var. Durant son enfance, Albert va avoir beaucoup de mal à se faire des potes parce que son nom italien lui porte préjudice. En fait, les autres gosses se foutent de sa gueule et l'appellent Albert Spaghetti. Il y a zéro blague. Excusez-moi. C'est tellement con. Et quand on est jeune, on est tellement méchant à partir de rien. C'est fou. Il le prend extrêmement mal et carrément il extrapole, il se dit que c'est la preuve que ce monde est rempli d'injustice. Du coup, réaction normale, il se dit je vais m'intéresser au fascisme. Voilà, bon, faisons un petit pacte, vous et moi, on se dit qu'on arrête à jamais de donner des surnoms un peu dégradants aux gens, parce qu'après ça crée beaucoup de problèmes apparemment. Pour ne rien arranger, c'est-à-dire il y a les moqueries à l'école, le père qui est décédé, et ben à la maison ça se passe mal. Albert arrête pas de s'embrouiller avec son beau-père à tel point qu'à 14 ans, il fugue. Alors heureusement sur le trajet, il se fait arrêter à Strasbourg et il est gentiment renvoyé chez lui. 3 ans plus tard, en 1950, Albert a 17 ans et c'est la guerre d'Indochine. Que fait Albert? Il rejoint les paras-français, let's go. 3 ans plus tard, alors qu'il est toujours déployé là-bas, Albert a 20 ans et il décide de rendre justice. Il décide de braquer le propriétaire d'un bordel à Hanoï. Hanoï. En effet, Albert dit que c'est immoral de la part du patron d'exploiter des filles pour se faire de l'argent. Mais attendez, point faible, la victime qui se fait braquer par Albert le reconnaît. Elle lui dit mais frérot, tu es un client régulier de mon établissement. T'es venu ici plein de fois. Tu veux juste de la thune. La quête du chevalier de la moralité échoue et Albert prend 5 ans de prison ferme à Marseille. 5 ans plus tard, Albert sort de prison et il rencontre la femme de sa vie. Enfin un peu d'amour dans la vie d'Albert. Il s'agit d'une infirmière qui s'appelle Audi. 4 anneaux. À partir de là, Albert va enchaîner les petits boulots pour s'en sortir. Il va notamment aller bosser à Dakar au Sénégal pour une société qui, devinez quoi, fabrique des coffres-forts. Quelques temps plus tard, Albert est de retour en France, on pourrait se dire que c'est le début peut-être d'une vie de papa, de plus aucun excès, de plus aucun travers. Malheureusement, ses démons refont surface. Et Albert rejoint l'OAS, une organisation fasciste. Rassurez-vous, il se fait stopper très rapidement puisque les policiers retrouvent chez lui un stock d'armes assez inquiétant et il prend 4 ans de prison ferme. Allez hop, on est à 9. 4 ans plus tard, il sort de prison et cette fois c'est bon. Il pardonne tous ses enfants qui l'ont appelé Spaghetti et il décide d'arrêter les conneries. C'est donc tout naturellement qu'il se reconvertit dans la photographie. Il installe son studio à Nice et il se spécialise dans les photos de mariage. Et devinez quoi, il s'en sort bien, très bien, à tel point que la mairie elle-même le recrute régulièrement pour venir prendre des photos sur des événements. Dans son studio à Nice, il reçoit souvent la visite d'un de ses voisins. Et ce voisin, il travaille à la Société Générale dans la plus grosse agence de Nice. À force de se voir, nos deux camarades deviennent plutôt potes et le voisin d'Albert va lui dire une dinguerie. Au fil d'une discussion, il va lui exposer toutes les failles de sécurité de l'agence dans laquelle il travaille, y compris et surtout le fait que y ait pas d'alarme. En vrai, ça paraît dingue, je comprends qu'il lui en parle, et lui aussi, il est stupéfait. Mais Albert, en plus d'être stupéfait, il se dit attends, je connais les coffres forts, j'aime l'action, j'aime l'argent. Y a pas d'alarme, tu as dit ? Tu es sûr? En tout cas, son choix est fait, son avenir est déjà tout tracé. Fuck les photos de mariage, let's go braquer la banque. Ok, y a pas d'alarme, maintenant comment tu fais pour rentrer dans la banque et pour voler l'argent alors qu'il y a des murs énormes qui protègent le coffre-fort? Albert veut passer par les égouts de la ville. Il veut creuser un tunnel qui mène jusqu'à sous la salle des coffres pour ensuite y accéder et le piller de l'intérieur. On dirait le plan d'un enfant de 8 ans. À partir de là, maintenant que son plan est élaboré, et que ça lui a pris 2 minutes, il se met à chercher des complices qui seraient capables de lui prêter main forte et aussi de lui fournir le matériel nécessaire pour creuser le tunnel. Et devinez quoi, il tombe bien. Quelques semaines plus tard, un peu par hasard, il va rencontrer dans un bar de la ville 2 des plus grandes figures du banditisme marseillais. C'est des mecs qui déjà ont de l'expérience et surtout qui ont du matériel dans tous les sens pour pouvoir faire ce genre de truc. 2 mois plus tard, 2 mois de forcing incroyable de la part d'Albert, les mecs lui disent « Bon écoute, on accepte de suivre ton plan et d'aller braquer cette banque. Par contre, faut que tu saches un truc. Quand on arrive sur place, si la moindre alarme se déclenche, on te met direct une balle dans la tête. » Voilà, il n'y aura pas de débat sur c'est la balle qui part. Albert et les bandits vont donc rassembler des hommes de confiance autour d'eux et au total, une douzaine d'hommes participeront au coup. Première étape qui va durer 6 jours, ils vont écumer les égouts pour trouver le spot
parfait où commencer à creuser le tunnel. Une fois trouvé, Albert fait des calculs et selon lui, il leur faudra environ 2 mois pour creuser un tunnel de 8 mètres. Vous l'avez compris, c'est une tâche pharaonique, y a pas de temps à perdre. Le 7 mai 1976, tout le monde s'active. Les hommes traversent plus de 3 km dans les égouts avec sur le dos plus de 50 kg de matériel parce qu'il y a des masses, des burins, des chalumeaux et de quoi aussi aménager le tunnel pour qu'il soit éclairé et aussi que ce soit respirable à l'intérieur. Les mecs vont installer un système de ventilation. Ils pensent à tout à tel point qu'ils vont même acheter de la moquette qu'ils vont foutre un peu partout pour que ça étouffe les bruits qu'ils font. Les mecs travaillent l'acoustique du tunnel pour être le plus discret possible. C'est des professionnels. Alors évidemment, c'est un calvaire, ça pue de fou. Des fois, ils tombent sur de la roche qui est hyper solide, ils galèrent à la casser, à tel point qu'il y a même un rocher qui vont mettre plus de 10 jours à briser. Après des semaines et des semaines à broyer des cailloux, ils atteignent enfin le dernier mur qui les sépare de la salle des coffres. L'heure du braquage a sonné. Enfin presque, ils ont pas de chance, comme par hasard, il y a le président de la République de l'époque qui décide d'aller visiter Nice. Ce qui veut dire qu'il y a 1 milliard de flics dans la ville, dont l'un d'entre eux qui pourrait potentiellement par pur hasard tomber sur 12 trous de balles en train de creuser dans les égouts. Le vendredi 16 juillet 1976, il est 21h, les employés de l'agence sont en train de fermer les portes, et nos hommes sont en place, dans les égouts, devant le dernier mur. Pour l'occasion, ils ont volé un petit Range Rover qu'ils vont utiliser pour charger le butin, et à l'extérieur du tunnel, il y a 2 mecs qui se relaient tout le temps pour monter la garde et prévenir les autres du moindre truc suspect qui compromettrait l'opération. Bref, dans le tunnel, les complices percent le dernier mur et accèdent enfin à la salle des coffres. Tout le monde entre dans la salle, tout content, sauf Albert, un peu en stress. Je vous rappelle que s'il y a une alarme qui sonne, il se prend une balle dans la tête. Donc je pense que ça devait être un petit 10 secondes très relou pour lui. Heureusement, aucune alarme ne sonne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'ils sont dans la salle des coffres, bah contrairement au braquage classique où on sait que t'as 3 minutes pour faire ton truc avant que la police arrive, bah là, ils ont tout le week-end. Il y a pas d'alarme, il y a pas d'employé, personne viendra les faire chier, mais quand même, au cas où, ils soudent la porte d'entrée du coffre-fort de l'intérieur. Au cas où, juste petite précaution. Ils sont dans la chambre forte, certes, mais dans la chambre forte, il y a plein de coffres blindés, et donc ils y vont au chalumeau et à la masse. Imaginez le bordel, la nuisance sonore que ça devait être. Ils trouvent de tout dans les coffres, mais ce qu'ils vont garder, c'est l'argent liquide, l'or et évidemment les bijoux. Et ils sont très pros, puisque pour vérifier que les bijoux aient de la valeur ou pas, ils ont fait venir un expert bijoutier. Il y a un truc qui sert à rien avec lequel ils vont s'amuser, c'est dans un coffre, ils vont retrouver des photos de célébrités locales nues. Et ils vont s'amuser à les coller dans toute la pièce. Ils sont vraiment... C'est chez eux, c'est un Airbnb. Ils le décorent. Évidemment, comme ça dure tout le week-end, ils font des pauses, au cours desquelles ils sortent un réchaud. Et ils se font du foie gras, ils se font de la bonne bouffe au milieu du coffre. Et en plus, dans un des coffres forts, ils vont trouver de l'argenterie de fou. Donc ils se font un repas 5 étoiles. Alors, vous vous posez sûrement tout naturellement cette question. Quand on braque un coffre fort pendant 2 jours, où est-ce qu'on chie ? C'est une question qui se pose et ils se la sont posée eux-mêmes à tel point qu'il y a eu un gros débat à ce sujet. Certains complices étaient team troll où ils voulaient chier au milieu du coffre et d'autres complices étaient team sérieux. Ils trouvaient que c'était une très mauvaise idée de faire ça parce que ce serait perçu comme beaucoup trop insolent si jamais un jour ils se faisaient choper. Au final, tout le monde s'est mis d'accord pour chier dans l'argenterie. Oui, la même qui servait à manger. Autant vous dire que l'ambiance est plutôt bonne dans le coffre, ils sont tous très à l'aise, à tel point qu'Albert, lui, le samedi soir, il en a un peu marre de péter des coffres, et du coup, il se casse par le tunnel, et il décide d'aller dîner avec sa meuf, tranquille. Et il revient les mains pleines, il ramène du vin et du pâté pour, une fois de plus, que nos amis festoient au milieu du coffre. C'est lunaire. La nuit du dimanche 18 juillet, le temps commence à presser. Les braqueurs pensaient avoir encore toute la nuit devant eux pour vider les coffres, sauf qu'il y a un imprévu de fou. Il y a des pluies diluviennes qui tombent sur Nice. C'est un vrai problème pour eux parce que leur porte de sortie, souvenez-vous, c'est les égouts. Donc s'il pleut à mort, l'eau va monter dans les égouts. Les mecs vont avoir de la merde jusqu'au cou sur 3 km et ils vont être beaucoup plus lents pour eux-mêmes sortir et surtout pour transporter tout ce qu'ils ont réussi à voler. Ils décident donc de pas prendre de risques et de mettre les voiles plus tôt que prévu, mais ils réussissent quand même à emmener avec eux 60 sacs militaires remplis de butin. C'est énorme à tel point qu'ils ont dû faire 3 allers-retours entre le Range Rover et la salle des coffres pour tout charger. Mais quand même, avant de partir, ils prennent le temps de faire un dernier petit troll. Ils décident de marquer un petit mot sur une feuille et sur cette note, ils vont marquer ni armes, ni violence et sans haine. Les mecs sont d'une insolence folle, sachant qu'à la base ils voulaient marquer merci monsieur le directeur, mais qu'ils trouvaient ça vraiment trop insolent, donc ils ont choisi l'autre phrase. Bref, le cas s'est terminé et les bandits s'en vont avec l'équivalent de 30 millions d'euros actuels. Alors, là on doit parler d'une chose, on est dans le milieu du grand banditisme, donc les gains sont partagés un peu voilà, à la manière des bandits. Albert, ne connaissant pas les codes, on lui donne un petit bout et on lui dit frérot, la suite tu l'auras plus tard, là faut qu'on fasse gaffe, faut pas se faire, t'inquiète frérot. Et face à cette info, Albert dit ok les gars, pas de problème. Spoil, il s'est fait totalement niquer. Maintenant parlons de la découverte. Le lundi 19 juillet, il y a beaucoup de gens pour qui c'était une très mauvaise journée. Les employés de la banque arrivent sur place, ils essaient d'ouvrir le coffre, ça s'ouvre pas, donc ils doivent appeler une équipe spécialisée pour essayer de percer
exercer leur propre sécurité, bref c'est déjà assez humiliant. Et surtout ça va prendre 8 heures. 8 heures avant qu'on découvre enfin ce qui s'est passé dans cette salle des coffres. La porte s'ouvre enfin et immédiatement tout le monde comprend ce qui s'est passé. Bref, c'est une méga sauce pour le directeur de la banque qui, croyez-moi, a dû mourir d'un ulcère peu de temps après. La police commence à enquêter. Malheureusement, ça se passe pas très bien pour eux. Déjà, faut se dire qu'Albert et ses complices, ils étaient méga pros. Genre, ils ont tout saccagé à l'extincteur avant de partir pour laisser aucune trace. Et ce qu'il aurait pu rester, c'est de l'ADN. Mais à l'époque, les relevés d'ADN, ça n'existe pas. Leur seule piste, ce serait de trouver des témoins. Malheureusement, il y en a pas. C'était en pleine nuit, il y avait personne, il y avait rien. Ou essayer de retracer les gens qui auraient pu acheter du matériel qui a été utilisé lors du braquage. Genre quelqu'un qui a acheté 27 bouteilles d'acétylène pour faire marcher des chalumeaux, mais pareil, ça mène à rien. L'une des seules solutions pour que l'enquête avance serait par exemple qu'un des membres du gang, genre Albert, avoue à la CIA par exemple qu'il était derrière ce casse. Ce serait une bonne piste quand même. Il l'a fait les gars. Après le braquage, Albert il s'est cassé aux États-Unis pour vivre la belle vie. Petit problème, même s'il a un peu d'argent désormais, Albert est en manque de reconnaissance. Oh pauvre bébé Cadom. Il veut que les gens sachent que c'est lui, le petit génie, qui a planifié cet incroyable braquage. Et il se dit que la CIA serait sûrement intéressée par des gens comme lui qui ont des compétences pareilles. Alors il va les voir, il se présente sous le pseudonyme Bert et il dit que c'est lui, le cerveau, derrière cette opération. Albert, trou du cul. Ton pseudo, c'est les 4 dernières lettres de ton prénom. Albert. Pas après tout ça. La CIA ne donne pas suite à la demande de recrutement d'Albert. En revanche, elle prévient via Interpol les policiers français. Mais énorme coup de chat pour Albert. En France, l'info est pas du tout prise au sérieux et on pense que c'est juste un mec qui essaie de faire genre qu'il était dans le coup pour attirer l'attention. Et en vrai, on les comprend, c'est tellement con comme move de la part d'un des vrais gars qui se trouve derrière le casque que c'est dur d'y croire. Au même moment, en France, les enquêteurs finalement arrivent à retrouver certains des complices. C'est aussi un coup dur pour Albert parce que les mecs qui se font coincer le balancent direct pour essayer d'alléger leur peine. Mais encore une fois, je sais pas pourquoi Albert il a le cul bordé de nouilles, les flics ne croient pas les complices. Mais son nom arrête pas de ressortir encore et encore et encore de tous les complices qui sont en garde à vue. Et donc la police finit par se dire, bon, dans le doute, on va le choper et l'interroger le Albert. Le 27 octobre 1976, donc on est que quelques mois après le casse, Albert se fait arrêter à l'aéroport de Nice au retour d'un voyage d'affaires au Japon. Bien sûr, il nie tout. Mais après seulement quelques heures de garde à vue, il avoue tout. Pendant 5 mois, il est enfermé dans une prison à Nice en attente de son procès. Sauf qu'Albert, vous le connaissez, c'est clairement pas le genre de gars qui va accepter de finir sa vie derrière les barreaux. Alors il prépare son évasion. Il a peur de rien. Son plan, c'est que le jour du procès, quand il sera au tribunal, il veut sauter par la fenêtre et rejoindre un complice plus bas, à moto, pour se casser. Bon, c'est pas un plan de fou non plus, quoi. Enfin, ces plans, ils sont jamais très techniques à Albert, mais il passe. On est le 10 mars 1977 et comme prévu, Albert est auditionné par le juge dans son bureau. Et il sort 3 feuilles de sa poche. 3 feuilles qui contiennent les plans gribouillés des égouts de la banque. Le juge les prend, il les pose sur son bureau, il se met à les regarder scrupuleusement, il essaie de trouver des infos. Et il voit qu'Albert est assis au bord de la fenêtre du bureau, prêt à sauter. Et le bureau du juge est au 2e étage. Le juge sprint vers Albert, il essaie de le choper et de le faire re-rentrer dans la pièce. Albert résiste et au final le juge, il fait une petite dingue. Il finit par carrément pousser Albert du 2e étage. C'est lui-même qui l'a avoué plus tard et il a dit qu'il a fait ça dans l'espoir qu'Albert se pète un truc en se réceptionnant en bas et que du coup il puisse pas prendre la fuite. Albert s'explose 2 étages plus tard sur le toit d'une voiture, ce qui est mieux que le béton en vrai. Il descend de la voiture, il se met à sprinter vers son pote à moto et il se casse. Les années 70. Faudrait qu'on en parle un jour, mais Albert disparaît des radars pendant 2 ans. En octobre 79, il est jugé malgré son absence et il prend la prison à vie. Mais lui, il s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il est loin. Il est en Amérique du Sud. Ça me fait penser à un mec, ça. Qu'est-ce qu'ils ont tous à finir en Amérique du Sud? John, c'est toi qui as lancé ça. Là-bas, Albert a fait de la chirurgie esthétique pour changer de visage et il vit sous une nouvelle identité, celle de Romain Clément. Le pire dans tout ça, c'est que des fois, il revient en Europe, genre pour voir sa mère en France, et à chaque fois, il se fait pas cramer. Alors on se dit que c'est un boss de la discrétion et que forcément, c'est dur d'attraper un fantôme, mais les gars, souvenez-vous, on se parle d'un mec qui s'est auto-balancé à la CIA, enfin il est quand même sacrément con. Albert est ruiné, il a déjà cramé dans sa cavale l'argent qu'il a obtenu grâce au casse, et oui souvenez-vous il a pris une méga douille des bandits marseillais, ils lui ont jamais envoyé le reste de sa part. Et donc maintenant il essaie de faire des sous en accordant des interviews, où il essaie d'être rémunéré très cher. Il sort un livre aussi qui parle du casse, bref petit à petit à force de raconter son histoire à des journalistes et à des médias pour gagner de l'argent, bah en fait il devient un criminel légendaire. Il devient de plus en plus excentrique et même il se met à narguer les flics pour buzzer. Il a par exemple envoyé des cartes postales de lui déguisé en Père Noël pour souhaiter un joyeux Noël aux policiers. Et dans ses lettres à chaque fois il signe bien le bonjour d'Albert avec des traces de ses empreintes digitales en évidence. Il est un peu en surconfiance Albert. Il a eu globalement 2 fois beaucoup de chats, maintenant il pense qu'il peut rien lui arriver. Il y a une scène lunaire en 1981. À ce moment-là Albert est à Rio au Brésil et il accepte une espèce d'émission trop chelou. C'est une espèce de prank de Albert en fait. En gros il interviewe faussement Ronald Biggs, qui est un braqueur anglais très connu lui aussi en cavale au moment de l'émission. Albert il est grimé déguisé pour pas qu'on le reconnaisse et il pose des questions à Ronald sur Albert Spaggiari, sur lui-même quoi. Nous avions imaginé que de vous faire rencontrer tous les deux, Albert Spaggiari et toi, Ronnie.
il n'a pas pu venir. L'échange est lunaire, surtout que ça marche pas du tout la blague de Albert, puisque Ronald il le connaît pas. Et surtout, on parle d'une émission dans laquelle il y a les deux plus gros criminels recherchés par Interpol à l'instant présent, quoi. Alors comment tout ça finit? Malgré toutes ses interventions dans les médias, malgré sa discrétion pour le moins discutable, Albert ne se fera jamais attraper par la police. C'est sa santé qu'aura raison de lui. À 57 ans, il décède d'un cancer après 12 ans d'une cavale plus que réussie. Sur son lit de mort, il prend le temps d'écrire une lettre d'adieu, dans laquelle il dit que c'est la fin de sa cavale, qu'il est enfin libre. Et cette fois, il signe en clin d'œil, non pas bien le bonjour d'Albert, mais bien l'adieu d'Albert. Voilà comment l'histoire se termine. Alors sachez qu'il y a plein de complices qui ont jamais été identifiés et il y a seulement une toute petite partie du butin qui a été retrouvée. Le casse du siècle porte donc bien son nom, même si on n'est pas réellement sûr qu'Albert en ait été le vrai cerveau. C'est un peu flou parce que comme Albert est devenu connu dans le monde du banditisme, bah les autres bandits ont eu le seum et ils ont essayé de s'approprier le plan et de dire que c'était eux le cerveau de l'opération. Enfin bref, ça a créé des trucs d'ego bizarres, mais l'histoire d'Albert reste quand même hallucinante. D'ailleurs, petit instant promo, si jamais vous avez aimé l'histoire, il y a un film français qui est sorti sur l'histoire d'Albert qui s'appelle Sans haine, sans armes ni violence. C'est un film de Jean-Paul Rouve qui est sorti en 2008, je l'ai pas vu, je sais pas ce que ça donne, mais voilà, si vous avez kiffé l'histoire, petit ref. En fait, les années 70, c'est vraiment des années où il s'est passé trop de trucs improbables comme ça parce que bah les enquêteurs galéraient, il y avait pas la technologie qu'il y a maintenant, donc il y a plein de mecs qui restaient impunis et je pense que c'était assez motivant pour les gens fêlés de passer à l'action quoi. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, passez une agréable journée, soirée, nuit, peu importe. Bisous les squeezos. Je me suis auto-dégoûté avec ce bisou.